Bonjour, je suis Julie Guertin et je te souhaite la bienvenue sur le podcast Découvre, Ose et Deviens. Le podcast qui éveille ta curiosité et part à la rencontre de métiers passionnants et inspirants. Il existe plus de 11 000 métiers. Alors si on partait à leur rencontre? Dans cet épisode, je reçois Fanny Cohen-Moreau qui est fondatrice et hôte de plusieurs podcasts et notamment de Passion médiéviste. Alors juste un petit rappel, il s'agit de la seconde partie de l'interview. Je ne peux que vous inviter à écouter d'abord la première partie pour avoir une vision complète de son métier. Et si c'est le cas, alors je vous souhaite une très très bonne écoute. Et n'oubliez pas, si l'épisode vous plaît, de laisser un petit 5 étoiles sur Apple Podcast et de le partager à votre entourage. Allez, c'est parti! T'as la parole là et nous justement casser 2-3 préjugés énormes qu'on peut avoir sur le Moyen-Âge. Alors, les gens au Moyen-Âge n'étaient pas sales, ils se lavaient. Non, parce que c'est vraiment quelque chose qui revient très très souvent, l'idée d'un Moyen-Âge, voilà, où les gens sont dans la boue et tout ça. Déjà, quasiment toutes les idées reçues qu'on a sur le Moyen-Âge sont des constructions qui ont eu lieu à partir de la Renaissance et après. Et bon, là, je fais la version courte, hein. Mais parce que vraiment, c'était l'idée de, oh, mais tout ce qui était avant nous, c'était pourri, regardez, nous, on est vachement bien. Donc, il y a eu vraiment un discours qui a été produit à partir de la Renaissance et après, pour dire, non, mais cette période, elle est mauvaise. Et en fait, voilà, par exemple, cette idée comme quoi, le Moyen-Âge, les gens étaient sales. Alors, au début du Moyen-Âge, on avait gardé les traditions, de l'Empire romain, des termes et tout ça. Donc, non, les gens au début du Moyen-Âge. Et en fait, il se trouve que, alors, je sais plus si c'est 11e ou 12e siècle, je suis plus du tout sûre de la date. Et il y a eu un moment, en fait, où l'Église s'est dit, on va arrêter là, tous ces gens qui se mettent tout nus dans les termes ensemble. On va arrêter tout ça là. Parce que le rapport au corps changeait dans les mentalités. Parce que, la culture chrétienne, le corps c'est pas bien, le péché, machin et tout. Donc il y a eu un changement à ce moment-là. Mais ça veut pas dire que les gens ont arrêté de se laver. Parce que sinon il y aurait un petit souci, tu vois. Donc, il y a certains éléments comme ça qui ont été un peu extrapolés de, oui, là, ils disent arrêtez de vous mélanger, bon, c'était les hommes et les femmes et tout, oh là là, attention. Donc, voilà, déjà ça. Les gens n'étaient pas sales au Moyen-Âge. Les femmes avaient beaucoup plus, bon, c'est à relativiser, mais les femmes avaient quand même plus d'indépendance au Moyen-Âge que à la Renaissance ou même qu'au 19e siècle. Les femmes pouvaient travailler, on a plein de sources comme ça, voilà, où la femme n'était pas que à la cuisine et tout ça. J'avais en tête les brasseuses de bière au Moyen-Âge, en fait. Comme la bière, et alors je dis des choses vraiment très générales, hein, mais peut-être que des spécialistes vont dire là, c'est pas du tout ça. Mais comme le pain et la bière sont dans des processus assez similaires de production, les femmes qui faisaient du pain étaient amenées à faire de la bière. Là, il y avait une similitude, mais vraiment, on a des archives. Et aussi, voilà, quand on dit les femmes, elles ont rien fait au Moyen-Âge. Et bon, ça, c'est même pour l'histoire en général. En fait, l'histoire et le Moyen-Âge ont été étudiés par des hommes. Les productions scientifiques et le savoir qu'on a sur le Moyen-Âge, ce sont jusqu'à il y a un demi-siècle, surtout des hommes. Des hommes. Donc, ils ne se sont pas intéressés. Je suis générale, mais quand même, c'est vrai. C'est que il y a plein de sources sur les femmes qui ont juste été genre, on s'y intéresse pas. Mais oui, du coup, les femmes n'ont rien fait. Il y avait un biais, quoi. Il y a vraiment eu un biais. Donc, effectivement, maintenant, on accuse certaines femmes qui étudient l'histoire des femmes en disant, oh là là, vous êtes militantes et tout. Non, en fait. On étudie l'histoire des femmes parce qu'on le veut. Oui, et ça n'a rien à voir avec être militant. C'est juste, en fait, replacer les femmes dans leur histoire qu'elles ont eue où elles sont trop souvent mises de côté. Et alors justement, tu disais que ces préjugés, ils venaient du fait que la Renaissance notamment est jugée en disant que l'époque d'avant était moins bien, mais ça pourrait exister sur toutes les périodes. Je veux dire, on n'a pas cette même vision avec autant de préjugés sur l'Antiquité, par exemple. J'ai pas cette sensation-là. Parce que l'Antiquité, il y a une alors, romantisation de l'Antiquité. Bon, le terme n'est pas forcément, mais c'est un peu plus, il y a vraiment une meilleure image, mais parce que justement, c'est les philosophes. C'est vraiment une vision de la société. Ça n'a rien à voir. Bon, et oui, d'ailleurs, voilà, de dire que les gens au Moyen-Âge, c'est nos ancêtres. Mais non, ils n'avaient pas les mêmes codes moraux, les mêmes codes les repères de la vie n'avaient rien à voir. Donc, on peut vraiment pas comparer. Et est-ce que c'était une période faste c'est vrai, en découverte, en avancée, en tout. Ouais, parce que tu vois ça, de mon côté, c'est pas l'image que je peux avoir, tu vois. Alors, un exemple justement, c'est que tu vois, on dit à la Renaissance, ouais, on a redécouvert les textes antiques et tout ça. Mm-hmm. Sauf que
Et ça, c'est quelque chose dont je parle dans l'épisode qui sortira en décembre 2021. Oh. C'est que... T'es vachement en avance, hein. J'ai enregistré l'épisode qui sortira en janvier 2022. Oh la vache. Non, mais là, j'en ai enregistré trop, là. Je me dis, ok, là, il faut que je me calme. Mais donc, c'est un épisode sur la philosophie au Moyen-Âge, genre 13e, 14e siècle, je sais plus. Là, je sais plus exactement. Mais en fait, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est que, donc, au Moyen-Âge, la civilisation arabe et donc l'empire arabe, en fait, en quelque sorte, revenait jusqu'en Espagne, était très étendu. Et en fait, il y a eu une transmission des textes grecs, des textes des scientifiques grecs par, en fait, l'empire arabe, qui les a traduits. Et en fait, ces textes sont venus jusqu'en Espagne, donc l'Espagne, El-Andalus et tout ça. Et c'est par là aussi qu'on a eu des textes. Alors, j'ai plus les noms exactement de certains philosophes, de certains, voilà. Et dès le Moyen-Âge, en fait, ces textes étaient en Europe. On les connaissait par les traductions arabes et tout ça. Et en fait, cette dynamique de transmission des savoirs, notamment, voilà, il y a aussi sur la médecine, en fait. La médecine telle qu'elle a été pratiquée en Grèce antique et qui a été aussi pratiquée dans la culture arabe, en fait, et musulmane, du coup, s'est propagée jusqu'en Europe. Et du coup, il y a eu ça, en fait, il y a aussi une redécouverte de certains traités de médecine, certains traités scientifiques dès ce moment-là. Et voilà, moi, ça m'énerve qu'on dise, là, le Moyen-Âge, c'est une période obscure et tout ça. Mais non! C'est exactement ce que j'allais te dire. Je vais t'énerver, mais effectivement, c'est l'image que j'ai, au même titre que, effectivement, on a une image de peu de développement ou peu d'avancée dans l'art, etc. Les cathédrales. J'aurais qu'un exemple. Alors attendez, vous ne la voyez pas, mais je pense qu'elle va traverser l'écran pour venir me taper. Non, mais c'est pas contre toi. Mais tu vois vraiment quand on dit effectivement ce que tu dis, c'est que ouais, il y a pas eu de truc. Mais vous avez vu Notre-Dame de Paris ? Ça a 800 ans, les gars. Ça vient du Moyen-Âge. C'est une espèce d'imaginaire et de lieu commun, en fait, qu'on se transmet quand même pas mal. C'est ce que je dis souvent, c'est que le Moyen-Âge, alors quand on est en France, bien sûr, est partout autour de nous. Selon les endroits, bien sûr, parce que si tu vas par exemple, dans le nord-est de la France, il y a très peu de choses médiévales parce que bon, la guerre, a détruit beaucoup de choses, mais voilà, le Palais des Papes, Notre-Dame de Paris, Carcassonne, même si Carcassonne, il y a un petit peu un côté Disney parce que ça a été pas mal restauré un peu au 19e siècle et tout, mais en fait voilà, le Moyen-Âge est encore présent, nous a laissé beaucoup de témoignages, les châteaux et tout ça, donc voilà, les vitraux, voilà, les textes enluminés du Moyen-Âge, mais il y a des choses magnifiques, vraiment, et il y a toute une conception, voilà, les poésies du Moyen-Âge, il y a tout un art, et bien sûr, chaque période, en fait, a transmis ça, donc moi, c'est vraiment, j'essaie de effectivement mettre ça en avant aussi. Ok. Pardon de te faire peur, mais... non, pas du tout. Ah non, mais au contraire, moi j'ai l'impression d'apprendre et je trouve ça super intéressant, mais je me rends compte de l'abîme, en fait. C'est pour ça que j'ai fait mon podcast, c'est vraiment pour ça. Ouais, exactement. Alors justement, le podcast, moi j'aimerais bien aussi que tu donnes un peu des tips, des conseils pour tous ceux qui voudraient aussi lancer un podcast, puisque c'est ton métier. Donc... déjà, comment tu fais connaître ton podcast ? Parce qu'il est bien connu et t'as beaucoup d'audience, donc déjà bravo. Merci. J'adorerais atteindre ce niveau-là. Donc avec grand plaisir pour écouter tes bons conseils. Alors déjà, premier conseil, ne vous comparez pas au podcast qui, comme moi, existe depuis 4 ans. Ouais. Parce que ça n'a aucun sens. C'est comme quelqu'un qui commence à faire de la cuisine, il va pas se comparer à un pâtissier qui fait ça depuis 4 ans. Donc déjà, première chose, ne vous comparez pas on peut bien sûr s'inspirer et tout ça, mais faut pas se démoraliser en disant oh là là, j'arriverai jamais. Mais vous croyez vraiment qu'il y a 4 ans, je me disais oh là là, il y a plein de gens qui vont écouter mon podcast. Mais je dis déjà, s'il y a ma mère qui écoute, je suis contente quoi. Donc ma mère écoute, ma sœur n'écoute pas, mais bon voilà. Donc ceci est un message, je répète. Non. Mais voilà, déjà il faut se dire de pas se démoraliser en disant oh là, j'ai pas d'écoute, ça prend du temps. Ouais, et là voilà, il faut laisser du temps au temps sur le podcast, effectivement. Toi, t'as senti une inflexion à partir d'un certain moment. Est-ce que tu penses que c'est le temps ou c'est le nombre d'épisodes qui crée un peu cette inflexion ? Moi, vraiment, c'est pour ça que je dis aussi se pas se comparer à moi. C'est quand moi je me suis lancée, il y avait pas beaucoup de podcasts. Oui. C'est vraiment voilà ce que j'ai tout à l'heure sur la scène podcastique française n'avait rien à voir avec maintenant. Tu vois, pour te dire à l'époque, quand je me suis lancée, il y a un podcast qui s'appelait Podcaster.
paix à Ouais. son âme, le podcasteur qui parlait de podcast, qui faisait des chroniques podcast, c'était vachement bien. Eh ben, ils ont parlé de mon podcast en juillet 2017. Eh ben, j'étais trop contente parce que je les connaissais pas. Et aussi, moi, j'ai bénéficié d'aide, notamment de la part, alors, pas financière, mais juste purement matérielle de Binge au début de mon podcast. Oui. Mais parce que, voilà, là aussi, il faut pas se comparer à moi, c'est que moi, j'avais une formation de journalisme, j'avais des contacts déjà, donc Bien forcément, sûr. ça a été plus facile pour moi que pour d'autres. Tout ça, cela dit, en mode, voilà, je sais que, et j'habite à Paris, je suis dans le milieu journalistique, donc forcément, pour moi, ça a été plus facile que pour des personnes qui n'ont aucune compétence ni rien. Donc, déjà, disclaimer important. Cela dit, faire un podcast, ça prend beaucoup de temps. Donc, pour le faire connaître, moi, je passe vraiment beaucoup de temps dessus. En moyenne, je passe, bon alors, pas cette semaine parce que je travaille pour d'autres personnes, mais je passe, 2-3 heures par jour à travailler sur la com de C'est mon podcast. énorme. Ouais. Donc, sachant que je conseille en général de se consacrer à deux réseaux sociaux. Pardon. Donc, soit c'est maintenant beaucoup Instagram qui se fait, c'est très bien. Mais moi, par exemple, au début, j'étais pas du tout sur Instagram. Enfin, même moi, j'ai pas de compte à moi. J'écoute le compte de mon podcast parce que voilà. Mais au début, j'ai surtout fait Twitter et Facebook. Parce que sur Twitter, il y a une énorme communauté podcast. Facebook, il y a 3 milliards de personnes sur Facebook. Donc, il y a plein de gens potentiellement qu'on peut contacter. Donc, faut bien se garder ça en tête. Donc, effectivement, ça prend du temps de faire de la communication, mais ça vaut le coup. Vraiment, moi, si j'ai plein de retours aujourd'hui, si j'ai vraiment, je pense maintenant, une vraie communauté, c'est parce que j'ai pris le temps de parler de mon podcast, d'expliquer comment il est, voilà, de parler aux gens, et vraiment, quand je dis faire du temps, par exemple, sur Twitter, je fais minimum 4-5 tweets par jour avec mon podcast. J'essaie de faire un post Facebook tous les 2 jours, des stories tous les jours sur Instagram. En fait, voilà, cette régularité, elle finit par payer à un moment. Et tu ne fais pas que tweeter sur ton podcast, hein. C'est ça que je trouve intéressant, c'est que tu donnes de la matière aussi sur le sujet qui intéresse les gens qui te suivent. Tout à fait, ouais. C'est pas la même, j'ai pas la même, entre guillemets, stratégie, mais tu vois, j'ai pas fait de com, de marketing, hein. Moi, c'est vraiment j'ai appris sur le tas. Mais pour Twitter, je le conçois aussi, le compte Twitter de Passion Médiéviste, comme un outil de veille sur ce qu'il y a sur le Moyen-Âge, les colloques, des images de manuscrits, des trucs, tout ce qui peut concerner le Moyen-Âge. Tu vois, j'ai vraiment des outils de veille et tout ça pour ça. Facebook, là, c'est vraiment purement mon podcast, parfois un peu d'autres choses. Instagram, pour le coup, ce qui est bien avec Instagram, avec tout ce qui est story notamment, c'est que moi, je montre tous les coulisses. Même Exactement. parfois, je raconte un peu ma vie. Bon, mais c'est aussi parce que, et c'est pas, c'est à la fois calculé, à la fois non, parce que c'est très spontané, mais c'est aussi pour que les gens vont s'attacher à la personne qui est derrière, montrer quel taf derrière, qui je suis, qu'est-ce que je fais. Et voilà, il y a ça, c'est pour moi vraiment important. Et on m'avait dit que ce qui était bien, c'était effectivement d'attirer par ton idée, mais tu retiens parce que les gens s'engagent et aiment bien la personne qui est derrière aussi, quoi. C'est ça. Et donc d'où l'intérêt de aussi pouvoir de temps en temps se présenter, ce qui est pas forcément un passage facile, quoi. Après, moi, j'avoue que ça va, j'y arrive. Et puis, je concentre mes efforts. Tu vois, j'ai pas de compte Instagram à moi. Bon, j'ai un compte Twitter à moi, voilà, un compte Facebook. Mais Instagram, vraiment, tu vois, je concentre mes efforts là-dessus. Ouais. Mais aussi, par exemple, tu vois, ce que je fais avec toi aujourd'hui, c'est bien pour promouvoir mon podcast. Même si c'est toi qui es venu me contacter. Et maintenant, je le fais moins. Mais je pense, alors, j'ai arrêté de compter. Mais j'ai participé, en dehors du mien, à plus d'une 50aine de podcasts. Ouais, incroyable. Et je dis pas des épisodes, non, de 50 podcasts différents. Donc maintenant, je le fais un peu moins parce que mais en fait voilà, c'est que encore une fois en 2017-2018, on était moins nombreux, donc il y avait beaucoup plus d'échanges en mode allez tu viens et tout, on se connaissait peut-être plus facilement. Maintenant, il y a tellement de monde et tout, donc mais ce qui est bien, ce qui est vraiment très bien. Mais il demeure quand même un peu, je trouve, ce côté un peu bon enfant et bienveillant, hein, quand même, parce que tu continues à pouvoir prendre contact avec des gens très facilement. Il y a une entraide, une discussion assez ouverte, quoi. Alors, c'est ça, ouais. Bon, on a vu comment tu pouvais faire connaître le podcast. Après, j'aimerais bien qu'on parle très concrètement, en fait, quel statut on a quand on bosse, quand on fait que avoir un podcast. Comment on gagne sa vie, est-ce que c'est possible de gagner sa vie ou pas, et voilà. Pour te dire, quand j'ai créé mon podcast au début, et en fait, même aujourd'hui, j'ai aucune entité juridique, administrative derrière mon podcast. Donc, quand tu es en train de nous dire que tu fais que du black. En fait, avec mon podcast, et je vais en parler, le seul argent que je reçois, c'est de la part des auditeurs-auditrices. Ah, mais oui. Et là, depuis 4 ans, j'ai eu 5-6 boulots différents.
Là, quand on parlait de précarité, de journalisme et tout ça, voilà, là, en ce moment, il se trouve qu'aujourd'hui, j'ai travaillé à France Inter, mais là, c'est que quelques jours. En fait, je fais des missions très courtes pour eux, comme pour de la réalisation d'émissions. Mais en fait, voilà, j'ai beaucoup bougé. Et en fait, depuis 4 ans, la seule continuité que j'ai eue, bon, en dehors de mon copain, mais ça, c'est encore autre chose. Mais au niveau professionnel, ça a été mon podcast. Et donc, depuis 1 an et demi, je suis en auto-entreprise parce que je me suis dit, voilà, moi, je travaille aussi maintenant pour d'autres personnes où je fais pas forcément de la production. Enfin, je ne produis pas du contenu, mais je les aide à produire leur contenu. Et donc, je travaille pour un podcasteur qui s'appelle Patrick Béja, pour qui, voilà, j'aide à produire les émissions, à caler des invités. J'adore ce que je fais avec lui. Si vous vous intéressez à la tech ou aux jeux vidéo, allez écouter ses podcasts, vraiment. En fait, maintenant, mes podcasts, donc parce que j'ai Patient Médiéviste, qui est un peu, je l'appelle le grand bébé, mais parce que voilà, maintenant je dis il a 4 ans, c'est un grand bébé, mon Patient Médiéviste. Mais les petits frères et petites sœurs, j'ai Passion Moderniste. Donc depuis début 2019, c'est ça, sur l'histoire moderne. Et là, depuis début 2021, j'ai Passion Antiquité, sur les antiquités. Ouais, là, ça paraissait logique. Voilà, mais je ne ferai pas Passion contemporaniste, enfin pas parce que ça m'intéresse pas. Mais maintenant, ce que j'ai de la chance, et c'est le résultat de mon travail, c'est que j'ai constitué une communauté de personnes et qui me soutiennent au point, voilà, de me donner de l'argent. Donc moi, j'ai sur un site qui s'appelle Tipeee, TIP3E, donc c'est où on peut donner, voilà, le tips pour donner des pourboires. Donc c'est à partir de 1 euro par mois ou juste comme ça. Et maintenant, c'est allez, on va dire, entre 1/3 et la moitié de mes revenus par mois. En fait, ce qui me permet de vivre, c'est du soutien des auditeurs et auditrices. Alors, pour le dire de façon très concrète, j'ai fait ma déclaration d'impôt annuel. Je déclare il y a une petite case et tout. Là, je déclare là, en fait, c'est cet argent. Ok. En fait, l'idée, c'était effectivement de se rendre compte que quand même le modèle économique derrière un podcast, c'est pas forcément évident, c'est soit tu montes et tu grimpes très très fort dans les audiences, et là effectivement tu retrouves sur un système clairement d'audience publicitaire et donc du sponsoring, tu vends au CPM, enfin tu vends vraiment en pré-roll, donc il faut aller chercher des annonceurs, etc., ou te placer en régie. Après, il y a effectivement le deuxième modèle économique qui est que je vois de plus en plus dans les podcasts, qui sont des gens qui utilisent le podcast comme une vitrine de leur expertise, et derrière vendent en fait, et donc vont créer et engager une communauté, et donc vendre à cette communauté un service, et effectivement il y a cette autre ressource qui est on va dire la solidarité de ta communauté, qui est pas de la solidarité d'ailleurs, c'est une façon de te rémunérer pour le mécénat. C'est comme du mécénat pour moi. Ouais, en fait, et puis de valoriser le fait que c'est un contenu de super grande qualité, que tu donnes gratuitement, voilà. Donc en contrepartie, effectivement, oui, c'est une façon de devenir effectivement mécène et de. Effectivement, tu vois, j'insiste encore, c'est que moi, j'ai lancé le Tipeee, ça faisait 1 an et demi que le podcast existait. J'ai vraiment pris mon temps. Et pendant 1 an et demi, 2 ans, le Tipeee, j'avais 150 € dessus, ce qui est déjà très bien. C'est vachement intéressant d'ailleurs que tu nous parles de chiffres aussi. Là, ça intéressera surtout, moi Michel, je pense, mais plus les podcasteurs qui peuvent être intéressés. Mais c'est toujours bien d'avoir des ratios. Donc effectivement, tu disais que le Tipeee, quand tu l'as lancé, les premiers mois, c'était à peu près 100 €, ce qui est déjà plutôt, ce qui est déjà très bien. Et vraiment, là, mon conseil aussi, c'est prenez votre temps, parce que moi, j'ai vraiment, avant de le lancer, j'ai beaucoup de me poser des questions à mes auditeurs, auditrices. J'ai vraiment dit, est-ce que ça vous intéresse? Enfin, moi, j'ai proposé plein de contreparties. Maintenant, j'en propose un peu moins parce que j'en pouvais plus. C'était vraiment, trop complexe, j'allais à la poste tout le temps. Même si je continue, tu vois, il y a un moment, j'ai envoyé des mugs, et ça a énormément marché, en fait, les mugs de Passion Médiéviste avec une petite photo rigolote et tout ça. Donc, c'était super. Mais en fait, maintenant, c'est trop de travail de gérer tout ça. Et puis, en plus, je vais bientôt avoir un appartement plus petit, donc j'aurai plus la place d'avoir 150 mugs chez moi. Mais je continue d'envoyer par contre des stickers, tu vois, des stickers avec des mots écrits à la main sur des cartes postales que j'achète souvent en série ou que j'aille. Donc là, c'est vraiment là encore le lien avec les auditeurs et auditrices. Mais voilà, j'ai pris du temps, et faut pas lancer son Tipeee dès qu'on lance son podcast, ça n'a pas de sens. Sûr. Si on a déjà une certaine audience, tu vois, si quelqu'un est déjà à une audience où il sait que ça va pouvoir aller, pourquoi pas. Mais effectivement, tu parlais de la monétisation. Alors moi, je suis sur un hébergeur parce que en fait, je mettais déjà des sons sur Internet, sur SoundCloud. Mais clairement, aujourd'hui, ne faites pas ça. Parce que moi, je l'aime bien, je me suis habituée et tout ça. Mais SoundCloud n'est pas du tout adapté à du podcast. C'est plus de la musique.
Mais donc tout ce qui est monétisation, CPM, enfin ce que tu disais d'avoir des pubs via des régies publicitaires, en fait moi j'aurais jamais ça parce que vu que SoundCloud ne peut pas avoir, maintenant il y a une norme en fait pour établir les écoutes. Bah moi SoundCloud on rentre pas là-dedans. Donc je sais que mais en fait comme j'ai le soutien des auditeurs et auditrices, bah du coup je me consacre pas à ça. J'ai eu la chance il y a pas longtemps, j'ai eu un sponsor. Mais un sponsor on ne peut plus dans ma ligne éditoriale parce que c'était le musée de Cluny, donc le musée du Moyen-Âge à Paris, qui m'a proposé donc un peu de sous et en mettant au début de 2 épisodes une petite séquence pour parler de leur podcast. Ils ont fait un podcast sur le Moyen-Âge, mais là c'était tellement dans ma ligne éditoriale et tout, mais en fait moi je pourrais peut-être chercher des sponsors, des trucs, mais en fait j'ai pas besoin. Ouais, Donc parce que tu as une là, c'est vraiment communauté super engagée et est-ce que c'est une question de temps aussi. J'ai pas le temps de faire ça. T'as raison, ouais. Est-ce que tu peux nous partager quelques chiffres justement sur des ratios entre la communauté et le Tipeee? En moyenne, j'ai entre 7000 et 8000 écoutes par mois. En fait, on va dire pour un épisode. C'est énorme. Alors, non, en fait, mes épisodes habituels, en gros, j'arrive à avoir 7000, 8000 écoutes. En tout, j'ai environ 30 000 écoutes par mois. Tous épisodes confondus. Ouais. Et sur mon Tipeee, j'ai 150 personnes qui me soutiennent en moyenne. Quel bonheur. Et parce que tu vois, il y a des personnes qui donnent parfois une fois par mois, ou tu vois, donc là, c'est pas toujours très régulier. Mais du coup, tu vois, par exemple, là, on enregistre en début de mois, je suis à peu près, si t'enlèves les frais et tout ça, j'en suis à peu près à 700, 800 euros. Ouais, dis donc. En début de mois, sachant qu'en fin de mois, après les nouveaux dons, je peux atteindre les 1000 euros. Ouais. Donc c'est vraiment une source de revenus qui n'est pas négligeable du tout, quoi. Okay. Ah non, et c'est pour ça que maintenant j'y suis allée très progressivement pour ne faire que ça. Vraiment, j'ai pris énormément de temps et je suis admirative des personnes qui disent vouloir se lancer totalement dans le podcast dès maintenant, tout de suite, parce que c'est super risqué. Mais bon, moi après, je fais toujours les choses un peu doucement, mais spontanées quand même. Oui. Mais donc voilà, faut pas se dire je vais gagner de l'argent dans le podcast. Non, ça, je crois que c'est quand même un message qui est quand même communément entendu sur le fait que c'est compliqué. Ok, merci en tout cas pour toutes ces infos. Avant de parler des métiers autour de l'époque médiévale, est-ce que déjà sur ton podcast, tu aurais une anecdote est-ce que tu as pu y réfléchir, une anecdote drôle, insolite, émouvante En fait, ce que j'adore, c'est les retours en message de mes auditeurs auditrices, mais c'est des shoots de bonheur. Vraiment, des fois, j'en donne plein pêle-mêle, mais parce que c'est quelqu'un qui me dit j'ai décidé de faire des études d'histoire médiévale après vous avoir écouté. Oh là là, je suis trop contente. Ou j'ai un auditeur qui en fait écoute le podcast avec ses 5 enfants qui ont entre 10 et 17 ans. Génial. Et j'ai droit à des retours de un tel enfant a préféré plutôt telle partie et tout ça, et moi je trouve ça tellement mignon. Alors maintenant, quand je fais des épisodes avec des thématiques un peu difficiles, je fais attention, ceci n'est pas à écouter avec des enfants. Bon, il y a une anecdote que je raconte souvent mais qui vraiment a été très 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 forte en termes de retour que j'ai eu. Quand j'ai lu le message, j'ai pleuré. J'ai pleuré. C'est quelqu'un en fait qui est infirmière. Et qui m'a raconté, voilà, je m'occupe en ce moment d'une femme qui a une 60aine d'années, je crois, et qui, à cause d'une maladie, enfin, je sais plus pourquoi, est aveugle depuis récemment, le vit très mal, est un peu en dépression et tout ça. Je savais pas quoi faire pour l'aider, vraiment au-delà du médical, comment l'aider à aller mieux. Et elle m'a dit, j'ai eu l'idée de lui faire écouter votre podcast que j'écoutais déjà depuis un moment. On a choisi le sujet ensemble, et elle m'a dit, je l'avais jamais vu aussi détendu depuis des mois. Comment vous dire? Tu vois, même quand j'y repense, j'ai encore les larmes aux yeux. Je dis, mais mon podcast a aidé une personne à aller mieux. Si ça, c'est pas la plus belle des récompenses de me dire, voilà, enfin, c'est tout ce qui m'intéresse aussi, enfin, au-delà de le Moyen-Âge et tout, mais là, il y a de l'humain, en fait. Et moi, l'humain, pour moi, est vraiment important. Que je suis toujours en train de penser aux auditeurs, auditrices, je suis toujours en train de penser à mes invités. Vraiment, moi, je les prends tous en photo parce que j'aime bien. Pour moi, c'est un peu mon Pokédex pour les gens qui jouent à Pokémon. Je sais pas si vous avez les références, mais voilà, j'ai mon Pokédex de médiévistes. et à chaque fois, c'est mes invités. Et je pense toujours à eux. Tellement envie de tous les réunir un jour, mais d'avoir plein de gens, de faire une sorte de, je sais pas, un festival, une convention. Mais c'est ce que j'allais te dire. Est-ce que tu as déjà réfléchi à
je sais pas, quelque chose, d'incarner ton idée, en fait, dans du physique, en fait, Mais oui. et de dépasser le podcast, quoi. Mais le Covid m'en empêche. J'avais prévu plein de trucs pour les 4 ans du podcast. Pour les 3 ans l'année dernière. Et les 4 ans cette année, comme ça tombe en avril, c'était un peu compliqué en 2020-2021. Mais j'avais envie de faire, même un week-end avec les auditeurs auditrices ou un événement semi-privé, dans le sens où vraiment que sur inscription et tout ça. Mais un week-end, je sais pas, où on réserve un château. Et pendant un week-end, des animations, des conférences, des trucs, Génial. on dort tout sur place. J'ai trop envie de faire ça. Et même, faire des enregistrements en public, faire plein de choses. Là, je sais que je vais normalement, si tout se passe bien, en octobre, il y a le festival de Blois, le festival de l'histoire de Blois, donc qui est très axé, pour les historiens, par les historiens. Mais je vais faire normalement une table ronde sur le métier, parce que chaque année, en fait, le festival de Blois, il y a un thème. Cette année, c'est le travail. Le thème, tiens, ça devrait t'intéresser. Mais donc là, je me suis dit, j'ai proposé une table ronde sur le médiéviste au travail. Comment travaille un médiéviste et tout ça. Génial. Et donc, voilà. Maintenant, j'aimerais bien, je me place du côté de quelqu'un qui est fan de l'époque médiévale, un ado, un jeune adulte, un adulte en reconversion, peu importe. Est-ce que, avec toutes les rencontres que tu as pu faire, tu peux un peu nous dire tous les métiers qui peuvent exister dans cette sphère-là, en fait? Pour te dire, donc là, j'ai fait la série Rencontres en plus. Et là, j'ai plein de gens. Par exemple, là, je vais sortir un archéologue. J'ai sorti en mai, j'ai sorti une guide conférencière. En avril, j'ai eu la chance d'avoir un humoriste qui s'appelle Guillaume Meurice, qui est plutôt connu de France Inter, mais qui a sorti un roman sur le Moyen-Âge. Et là, vraiment, moi, c'était l'idée de comment parler du Moyen-Âge. Mais j'ai aussi eu un maître verrier, donc il travaille à la restauration de vitraux. Ok. J'ai eu une archiviste, donc là c'était vraiment dans les archives, comment on travaille pour conserver tout ça et tout. Tellement de métiers, il y a tellement de choses. Là, je suis en contact avec une tailleuse de pierre qui utilise les méthodes médiévales. Donc là, comment vous dire que j'ai hâte de la rencontrer. J'ai aussi enregistré il y a pas longtemps un maître d'armes, en fait, alors qui a fait il y a quelques années une thèse sur les armes bourguignonnes et qui maintenant fait des épées, des armes, qui s'appelle Fabrice Cognot, qui habite à Dijon, donc j'ai interviewé il y a quelques mois, qui est super, qui est vraiment et qui pratique aussi les arts, on appelle ça les arts martiaux européens le combat à l'épée de façon historique, en se basant de comment on se battait à l'épée au Moyen-Âge. Et quel est le métier le plus improbable que tu... Alors, que t'as pas forcément interrogé, pardon, parce qu'il n'existe plus forcément, mais dans le thème de mon podcast, c'est quoi le métier le plus improbable qui existait à cette époque-là? J'aimerais beaucoup trouver quelqu'un qui fait de l'herboristerie comme on faisait au Moyen-Âge. Mais attends, quand tu dis herboristerie, c'est genre druide panoramix ou... Pardon. Non, mais même de façon, comment on pouvait se soigner par les plantes au Moyen-Âge. Ok. Mais d'accord. Oui, effectivement. Du coup, panoramique, c'est un peu plus l'Antiquité. C'est pas la même époque, je suis d'accord. Non, je le savais en le disant. On peut dire c'est Antiquité tardive, ça passe. Ouais. Je suis nulle en histoire, mais j'avais la ref quand même. Parce que, je me dis, parce que, en fait... il y a des endroits où, notamment dans les monastères et tout ça, il y avait une tradition d'avoir un jardin d'herboristerie. Et c'est reconstitué dans certains endroits et tout ça. Du coup, je me dis, il va forcément y avoir aussi une connaissance et tout. Donc, sans vouloir être dans les trucs ésotériques et tout ça, mais je me dis, tiens, j'aimerais bien avoir quelque chose de concret. En fait, moi, ça m'intéresse aussi des gens qui travaillent concrètement, et même la tailleuse de pierre, déjà, je suis super contente. En plus, une femme, je trouve ça encore plus cool, d'avoir, quand dans un métier qui est quand même très masculin, je trouve ça encore plus intéressant. Ouais, canon. Et alors, quel point commun, et c'est peut-être compliqué cette question aussi, quel point commun ils peuvent avoir tes invités? Ils sont passionnés. Ouais. Oui, ils sont passionnés et vraiment, il y a toujours un petit peu quelque chose de... Ils ont une pépite dans l'œil. Quand ils en parlent, ça pétille dans leur regard. Et j'aime quand ils me parlent de ça, tu vois. Donc, j'avais dans un épisode de Hors les murs, je l'ai fait aux archives de la bibliothèque de l'Arsenal à Paris. Donc, c'est un centre d'archives. Et avec Louisa Torres, on a rigolé, qui est la conservatrice qui m'a fait visiter, on a fait de l'ASMR parchemin. C'est-à-dire qu'elle manipulait des manuscrits du XIIIe siècle. Et moi, je l'ai enregistré tout près. Et on était toutes les deux en train de jubiler comme ça.
Et ça, c'était trop, trop bien. Ouais. Et vraiment, c'est ce côté-là de, on aime ce qu'on fait. Et Ce puis- qui est quand même un luxe que beaucoup de gens n'ont pas. Donc, je suis contente de pouvoir transmettre ça aussi. Il faut ouvrir tout ça et aussi faire comprendre aux gens que oui, vous pouvez avoir accès à cette connaissance. Ouais, super. Ok. Alors, justement, pour tous les fans, Michel, par exemple, quel conseil de médias quel média tu pourrais leur conseiller pour aller plus loin dans la découverte de cette époque médiévale? Bon, ton podcast, évidemment. En premier lieu, une fois que vous avez terminé tous les 50 épisodes, que vous les avez écoutés 3 fois. Bonne chance. Voilà, là, vous pouvez après aller vers d'autres trucs. Alors, je peux vous conseiller, déjà des chaînes YouTube. Notamment, une chaîne YouTube qui n'est pas très active, mais qui a quand même fait des super trucs, qui s'appelle Confession d'Histoire, au pluriel, je crois, où c'est en fait un petit peu comme si... Alors, comment dire ça? Comme, voilà, c'est Aliénor d'Aquitaine, certains personnages du Moyen-Âge, mais pas que, ils parlent aussi un peu d'Antiquité, en fait, qui sont en mode face caméra, comme s'ils racontaient les événements qu'ils ont vécus, comme si c'était au confessionnal de Secret Story, quoi. Et c'est très documenté, c'est bien écrit, c'est drôle, on apprend plein de choses. Je conseille totalement, allez voir les vidéos de Confession d'Histoire, c'est très très bien fait. Ok. Je peux aussi conseiller, parce que je l'aime beaucoup, même s'il a ses marottes, donc c'est très précis, un youtubeur qui s'appelle Hero.com, qui fait beaucoup de... donc là, c'est lui qui parle face caméra, mais qui raconte les croisades. Il adore. Enfin, il a fait je sais plus combien d'heures de vidéos sur les croisades. C'est passionnant et c'est très documenté et vraiment ça je recommande. Et si vous avez envie de lire, si vous êtes plus lecture, je vous conseille, alors ils ont fait des livres, mais il y a aussi le blog Actuel Moyen-Âge, qui est en fait un blog qui est écrit par des jeunes historiennes ou en doctorant ou doctorante, qui prennent un fait d'actualité et vont le comparer au Moyen-Âge. Par exemple, il y avait tout un truc, ils avaient fait tout un truc pour donner un exemple, de coronavirus. On comparait souvent ça à la peste. Comment est-ce qu'on peut comparer? Oui, non, quels sont les éléments de comparaison? Et c'est super intéressant. C'est bien écrit, toujours bien documenté, vraiment c'est important. Mais c'est très accessible, c'est dans un style d'écriture. Si vous aimez bien mes podcasts, et j'ai fait des épisodes avec eux et tout, ils sont vraiment super sympas. Vraiment, leurs livres sont super chouettes, donc issus des chroniques qu'ils écrivent. Allez voir Actuel Moyen-Âge. Ok, super. Bon, merci pour tous ces conseils. Alors, pour conclure, en fait, tu dirais quelles sont tes joies, tes fiertés de réaliser ce podcast? Parfois, on me demande, est-ce que tu vas un jour t'arrêter? C'est un peu triste comme question, donc on n'a pas trop envie de penser aux choses tristes, on va penser plutôt aux choses gaies. Mais, et en fait, et même moi, je me la pose, je dis, mais est-ce que un jour je vais pas en avoir marre? Du coup, je sais pas. Le jour où j'en aurai marre, j'arrêterai. Mais là, tu vois, tant que j'ai toujours l'étincelle dans la tête de quand je reçois un sujet de genre, oh, mais c'est trop bien ça, faut qu'on en parle. Et tant que j'ai ça, tant que j'ai mais faut absolument que je fasse un truc là-dessus. Non mais, et puis, on me parle de quelqu'un, oh non mais faut que je la reçoive. Tant que j'ai moi-même cette envie de faire et de découvrir déjà moi-même un sujet, je pense que je continuerai encore longtemps le podcast comme ça. Pour toi, quelles sont les qualités nécessaires pour être un bon podcasteur? Être patient. Après, faut pas avoir peur du travail plus ou moins solitaire, parce que voilà, là depuis tout à l'heure on parle de tout ça, mais en fait je le fais, bon maintenant j'ai d'aide de certaines personnes, mais quasiment toute seule. En fait si je m'arrête, tout s'arrête en fait. Donc il faut se dire qu'il faut pas se décourager, parce que ça peut être vraiment quelque chose de très long, où on est un peu tout seul souvent face à son ordi. Donc il faut avoir quand même une capacité d'organisation. Parce que c'est ça aussi, je connais des personnes qui font des podcasts super, mais qui parfois, il y a une semaine qui passe, enfin, qui se laissent un peu dépasser de j'ai pas envie de sortir, ou j'ai la flemme, ou j'ai pas le temps. En fait, si on le met ça en activité secondaire, dans le sens où si on priorise pas un tout petit peu quand même cette activité, même en tant que hobby, je dis pas du tout en activité professionnelle, mais si on n'y consacre pas assez de temps, on va peut-être se faire un petit peu dépasser par le temps, dire ça fait 2, 3 mois, 4 mois que j'ai pas sorti un épisode, j'ai plus envie de continuer. Donc si vous voulez vous accrocher, vraiment n'hésitez pas, c'est important d'être un minimum organisé pour pouvoir le faire. Même s'il y a des podcasters qui font ça à la one again totale, et ça marche, mais faut quand même se dire que la régularité c'est important. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. De tout ce qu'on a dit depuis le démarrage de l'épisode,
je ressens qu'en fait, les facteurs clés de succès ce qui fait qu'un podcast va fonctionner, ça va être la ligne éditoriale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut émerger. Donc, même si le sujet est déjà pris, il faut quand même que toi, tu l'angles de manière spécifique. Il faut être quand même authentique parce qu'à un moment donné, il faut que tu sois cohérent de bout en bout. Donc, c'est aussi toi qui portes le projet. Donc, il faut que toi, tu aies envie de le faire. Et puis après, la régularité, quoi. Est-ce que tu vois d'autres conseils ou d'autres ingrédients hyper importants pour un podcast ? En fait, je vais le dire en général, mais n'hésitez pas, et parce que je l'ai un peu dit, mais pas assez, à aller parler aux autres podcasteurs ou podcasteuses. Il y a plein de groupes Facebook, il y a plein de Discord, il y a plein d'endroits. Alors donc moi, je fais notamment partie d'une association qui s'appelle Podcastéo, qui est un groupe Facebook d'entraide et tout ça. Allez voir, parce que ne restez pas dans votre coin. Vraiment, quels que soient les réseaux sociaux sur lesquels vous trouvez, vous pourrez trouver des gens qui ont envie de parler de podcast et tout ça. Allez-y, parce que ça vous aidera à vous sentir moins seul. Et vraiment, vraiment, moi, ça m'a énormément aidé parce que, Podcastéo, j'ai commencé à les fréquenter, à discuter un peu avec eux, à l'association et tous les membres, les gens qui en font partie ou les gens qui gravitent autour à partir de novembre 2017. Et ça m'a vraiment énormément aidé. Donc, vraiment, trouvez-vous un groupe de personnes. Il y en existe plein maintenant. Il y a une association qui s'appelle aussi La Clameur, qui fait des super tafs pour aider les gens à faire du podcast, qui sont très dynamiques et tout ça. Juste, il suffit d'adhérer à l'association et c'est vraiment une super opportunité. Moi, je gère aussi un groupe Facebook qui s'appelle Les Podcasteuses, où on est aussi très nombreuses dessus. Donc, voilà. Il y a plein de choses. Ne restez pas dans votre coin. Ouais, c'est ça. On a beau devoir... c'est un travail solitaire, mais il ne faut pas rester dans son coin, quoi. Et alors, tu fréquentes quand même, du coup, vachement d'étudiants, puisque ce sont des chercheurs. Et moi, tu sais que c'est effectivement une partie des gens que je veux accompagner, en fait. Hein, c'est-à-dire de pouvoir leur donner des bons conseils sur l'orientation. De tout ce que tu peux retirer des entretiens que tu peux faire avec tes invités. Quels conseils tu pourrais dire à des gens qui cherchent à s'orienter ? Prenez votre temps, quand même. Mais n'hésitez pas, en fait. Parce que, et tu vois, même, je pourrais donner aussi ce conseil-là à des gens qui font du podcast. Allez-y, en fait. Il faut pas que dans quelques années, vous regrettiez de « Ah, j'aurais voulu faire ça ». Vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Bien sûr, si c'est dans vos moyens et tout ça, parce que ça, c'est encore une autre question. Mais ne vous limitez pas. Il y a plein de gens. En fait, essayez de parler à des gens qui font déjà ce que vous avez envie de faire. On peut trouver plein de gens. Rassurez-vous, posez des questions. Ne restez pas vraiment à dire « Ah, mais non, c'est pas pour moi ». Allez, ouvrez-vous un peu. Ok, aller vers les autres, quoi. Ok, génial. Écoute, je te remercie énormément. Avant de se quitter, il faut que tu si tu as pu y réfléchir, me lancer le défi de partir à la découverte d'un autre métier. Mais je sens que tu y as réfléchi. Alors moi, j'ai une idée, mais il va falloir que tu travailles un peu parce que c'est pas une idée précise. Mais du coup, c'est une idée assez large aussi. Et je crois que c'est pas quelque chose que tu as traité parce qu'au début j'avais une idée, je voulais parler peut-être des infirmières, mais tu as déjà fait ça il y a pas longtemps, donc je me suis dit non, on va faire autre chose. Je voudrais que tu trouves quelqu'un qui travaille sous la mer, d'une façon ou d'une autre, qui travaille sur ce qu'il y a dans la mer, sous la mer. Et j'ai des petites idées. Moi aussi. Voilà, j'ai déjà une personne que je veux interroger depuis quelque temps. Voilà. Merci. Ouais, je pense que ça devrait te plaire. Un grand merci, Fanny, vraiment m'avoir consacré tout ce temps. Et puis, je te dis à très vite. Merci à toi pour l'invitation. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Salut. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura autant passionné que moi. Pour rentrer en contact avec Fanny, rien de plus simple. Rendez-vous sur son site passionmédiéviste avec un s@médiéviste.fr. Et bien sûr, sinon, sur son compte Instagram, Facebook ou Twitter du même nom. Si vous voulez donner un petit coup de pouce au podcast et puis donner de la visibilité à ce super épisode, n'oubliez pas le commentaire sur Apple Podcast. Et puis surtout, faites du bruit. Parlez-en à votre entourage, postez sur les réseaux sociaux, à votre voisin journaliste. Bref, s'il vous plaît, aidez-nous à faire voyager le podcast. À dimanche prochain pour la découverte d'un nouveau métier. Et d'ici là, je vous souhaite une très, très belle semaine à tous.